Donc, peut-être, on se connaît, nous, mais peut-être, enfin, sûrement, vous ne vous connaissez pas. Ben, moi, c'est Mathieu Charles. Je suis volontaire en service civique, donc à TCAP depuis novembre dernier. Je suis chargé du soutien. Je suis un soutien, une aide, un accompagnement au projet européen Change de regard. Et le grande partie de mon travail se situe dans les interviews. Donc là, je vais assister Monsieur Olivier dans les questions, et puis après, je vais me charger du montage. Et je suis en binôme avec Antoinette, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est en télétravail. Je regarde juste où est mon téléphone pour le mettre en silencieux, au cas où. Voilà. Isabelle Dacosta, je suis vice-présidente de l'APF France Handicap et au sein de mon conseil d'administration, j'ai en charge, je suis référente de la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap et je suis aussi donc sur tout ce qui est l'expertise d'usage des patients experts ou des partenaires en santé. Et Ok. j'ai une grande vision du médico-social puisque j'assiste aussi à des conseils de la vie sociale. Donc, comme l'a dit Mathieu, ce projet-là s'inscrit dans un programme européen qui a commencé en 2019, qui termine en 2022, sur l'axe lien social et plus sur la, les moyens pour recueillir les besoins et aussi la manière dont la question de l'environnement, que ce soit un point de vue macro, méso ou micro, agit en facilitateur ou en obstacle sur la participation sociale des personnes en situation de handicap. Donc, on a choisi trois grandes thématiques, celle de la vie affective et sexuelle, celle de la parentalité, celle du logement accompagné ou logement inclusif. Après, les personnes qui sont interviewées vont là où elles souhaitent aller. Hein. S'il y a des questions qu'on pose où toi, tu dis que bon, non, tu ne préfères pas, il n'y a pas de souci. Et même si jamais tu y répondais et qu'on faisait le montage et après que tu vois ce qu'on a fait et que tu n'es pas OK avec ça, on pourra toujours revenir dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et puis ce travail-là, en fait, il va faire l'objet d'une analyse avec les membres du belge, canadien et français. Et on espère que ça fera aussi l'objet, en fait, toute la démarche autour du lien social, que ça fera l'objet d'une étude scientifique, enfin d'un article scientifique. Voilà. Et puis après, à terme, ce sera dans un site web ressources qui est en construction actuellement et qui va amalgamer les différentes données qu'on aura eues sur la vie sociale, sur la culture et sur la question du déplacement aussi, quoi, et qu'on entretiendra après dans chacun des pays, côté Belgique, Portugal et France. D'accord. Voilà, en très gros et résumé. C'est OK pour toi, Oui, ouais. on en avait déjà échangé par téléphone et j'avais bien compris. Ouais. Je m'étais dit, bon, si je suis pas bonne sur une question, de toute façon, je le dirai. D'habitude, quand j'ai une question où j'estime que je n'ai pas les réponses suffisantes, je le dis. Je pense que c'est plus facile de dire les choses que de se taire et de dire n'importe quoi. Ça n'a jamais beaucoup de sens, de toute façon. Et qu'on reverra ensemble après le montage, donc ça me convenait parfaitement. D'accord. On, peut-être commencer par justement la question du militantisme euh, qui semble occuper une grande part de ton activité. Euh, c'est pourquoi, c'est vers quoi, ça sert à quoi? Alors, je suis rentrée à l'APF, bon, c'est vrai que d'habitude je témoigne pas beaucoup sur moi, mais là pour le coup c'est vraiment ma partie associative et mon rôle. Je suis rentrée à l'APF parce que, j'étais salariée aussi, j'étais salariée de l'APF. Mon contrat se terminait et je voulais continuer en tout cas à avoir un pied,
sur la partie handicap. Alors j'avais pas été une grande militante avant les années 2000, parce que bon, moi, je ne savais pas où aller en tant que personne en situation de handicap, en tout cas, enfin, avec ma maladie invalidante, et ma maladie avance doucement en fait, et je sais qu'elle entraîne un handicap, mais il fallait que je trouve une place en fait. Quelle était ma place dans ce militantisme? Et donc je suis partie de ce que je connaissais le mieux, c'était l'emploi, et par la suite la santé, puisque j'ai toujours constaté que les personnes en situation de handicap, avant de trouver leur place dans une société, enfin leur place en tant que personnes citoyennes qui ont envie de faire des actions, hein, je parle de militantisme évidemment, hein, je parle pas de la place en tant que personne, hein, ont besoin déjà d'avoir une stabilité dans leur vie. Et souvent, quand c'est lié à une pathologie, eh bien, c'est la santé, c'est de trouver une stabilité dans sa santé et de trouver une stabilité dans ses finances, donc souvent par l'emploi, etc., et le logement. Et à partir de là, c'est plus facile de s'investir et d'aller vers les autres, et donc d'avoir du recul aussi sur soi. Donc je suis rentrée par le biais de comment les personnes allaient vers l'emploi et le logement, donc l'habitat inclusif, tout ce qui existait. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se traiter que l'emploi et l'habitat inclusif, c'était pas possible. Et qu'il y avait des choses quand même plus importantes qui étaient l'expertise des personnes, jusqu'où elles pouvaient aller, et en plus, comment elles voyaient leur vie, en fait, comment elles se voyaient, elles, en tant que personnes désirables, en tant que personnes qui avaient une vie affective et sexuelle, qui voulaient être parents, enfin, ce genre de choses. Et ça a commencé à me trotter dans la tête, et j'ai commencé à faire des recherches. Et puis à l'APF, c'était le début, hein, c'était les années 2000, 2011, sur ces sujets-là, 2007-2011. Et petit à petit, j'ai intégré les groupes de travail. Voilà, en faisant très, très résumé et condensé, hein. Et alors maintenant, au niveau militantisme, il y a des thématiques qui sont plus privilégiées que d'autres pour toi? Je Et pense que pourquoi? oui. Oui, je pense que oui. Je pense que la Alors santé. juste, ah bah non, de toute façon, si, oui. Oui, ce qui est important, c'est, parce qu'on va essayer de ne pas trop nous entendre nous poser les questions, quoique là, en fait, ça me forme un peu différent par le Zoom, donc bon, pourquoi pas. Mais autant que faire se peut, si c'est possible de reformuler un peu la question pour qu'on puisse au montage, monter essentiellement ta parole et enlever un peu la nôtre, quoi. D'accord. Donc, je sens évidemment qu'il y a des sujets qui sont de plus en plus portés. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la démocratie en santé. Donc, cette partie où les personnes prennent une expertise sur les sujets de la santé, les représentants d'usagers aussi, et de fait, on sent bien qu'il y a une évolution sur une prise en compte de sa propre ressenti au sein des médecins, et de fait, une évolution sur la vie intime, affective et sexuelle. Les personnes commencent à osent à dire, ben voilà, ce médicament entraîne des effets secondaires, ce traitement va me mutiler, jusqu'où et comment, et comment après je vais reconstruire les choses, et vers qui je peux aller et à quel moment je peux en discuter. Et dans le handicap, ce qui est encore plus fort, je dirais, c'est que les personnes ont pris la parole. Jusqu'à présent, c'était beaucoup les médecins, les scientifiques, on va dire les experts professionnels de ces sujets-là, qui étaient les porte-parole des personnes en handicap, et les personnes en handicap, depuis quelques années, ont décidé qu'en fait, on ne pouvait pas parler à leur place, et qu'elles étaient elles-mêmes porteuses de ces sujets-là, parce elles avaient cette connaissance. Elles le vivaient au quotidien. Elles savaient, par leur vie et par les échanges qu'elles avaient avec leurs pairs, comment ça se passait. Et je pense qu'il y a ce changement-là, alors je ne dirais pas de militantisme, mais de prise en compte de la parole des personnes, et de cette prise en compte, je pense que le sujet de la vie intime, affective et sexuelle est un sujet, la vie amoureuse, hein, aussi, parentalité, est un sujet qui est devenu très large, et englobe de plus en plus un grand nombre de personnes. Et je le constate aussi pour les maladies chroniques. Eux-mêmes se disent: «Bah, tiens, votre réflexion est intéressante parce qu'en fait, je vis la même chose». Pas être en situation de handicap, pour le coup. Un traitement peut amener les mêmes difficultés que vous, le même regard sur moi-même, la même interrogation du regard des autres sur ce qu'on est, même si
Si on est en fauteuil, évidemment, il y a le fauteuil qui amène un regard différent, mais je pense pas que ce soit le fauteuil qui amène le regard différent, mais c'est plutôt l'interrogation que les personnes se posent. Mais j'ai jamais pensé qu'il y avait un regard malveillant sur le sujet du fauteuil. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y en a peut-être pas par moment, mais je pense que les personnes s'interrogent et s'interrogent elles-mêmes aussi sur leur vécu. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre rôle de référente, du coup, de référente vie affective et sexuelle au sein de l'association? Quelles sont un peu vos missions? Alors, en tant que référente, au sein de mon association, je suis, alors j'ai été vice-présidente de choses, présidente de choses, j'ai été au secrétaire et après présidente, j'avais un mandat, puisque l'APF est des associations, APF France Handicap est une des associations qui a mis en place cette association pour défendre tout ce qui était l'assistance sexuelle. Donc je continue à militer sur ces sujets-là de façon assez large parce que on ne peut pas parler de vie intime, affective et sexuelle en oubliant les personnes qui n'ont pas toujours accès à leur corps et comment on considère cette définition d'accès à son corps. Ça ne veut pas dire qu'on est en handicap physique important, et qu'on n'a pas accès à son corps, mais c'est plutôt comment chacun va s'approprier son corps. Donc ça, c'est important. On a été auditionné à l'APF France Handicap par le CCNE, suite à la demande de Madame Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, sur ces sujets. CCNE, juste préciser. Comité consultatif national d'éthique. Donc le comité national a auditionné un grand nombre de personnes et a sorti une réponse à la secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel. Suite à cela, j'ai aussi intégré un groupe de travail au sein de la CNCPH, Conseil national des personnes en situation de handicap, consultatif et personnes handicap. Il y a toujours assez quelque part que j'oublie. Voilà. Au sein de mon association, donc j'ai des groupes de travail, on a une radio qui s'appelle Mon handicap, ma sexualité n'est pas une histoire à dormir debout, où justement on essaie de sensibiliser au maximum sur des tas de sujets. J'interviens souvent dans des conférences au niveau de salons. On a aussi à l'APF un salon à Hyères, tous les 2 ans, le salon Amour et Handicap. Donc il y a des tas de choses qui sont mises en place au niveau de notre association et auxquelles je participe. Et puis je participe à l'extérieur pour porter politiquement tous ces sujets-là. Donc j'ai souvent des interviews, j'ai souvent des interventions, comme aujourd'hui auprès de vous, pour essayer d'avancer en fait un maximum avec l'ensemble des personnes. Puisque quelque part, il n'y a pas que le handicap qui est concerné, je pense qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre. Donc justement, au cours de vos actions, au cours des conférences que vous avez données, des interviews, est-ce que vous avez constaté des difficultés? Est-ce que vous avez constaté des difficultés pour peut-être des personnes que vous suivez, enfin, certaines personnes n'ont pas forcément accès à la vie sexuelle, la vie affective, elles ont plus de difficultés que d'autres pour pleinement s'intégrer dans ce domaine-là? Alors, j'ai un constat hein, très fort, c'est que on doit faire changer le regard, et le regard passe souvent par les médias. Et je vois que depuis quelques années, à la télévision en tout cas, on intègre de plus en plus le handicap, hein. Pas que par le biais du handicap, mais la personne handicapée dans son ensemble. Et donc sa relation avec les autres, de sa vie amoureuse, donc ça, je trouve qu'il y a des évolutions. Pas que en France, hein, sur l'ensemble des pays. Et si on regarde, alors je vais pas citer de marque, mais des plateformes où il y a des films, des documentaires, on va voir des documentaires sur la vie amoureuse des personnes autistes, on va voir des personnes elles-mêmes en situation de handicap, IMC, qui vont créer leur propre série pour expliquer comment elles ont vécu leur homosexualité, par exemple. Il y a une série qui est très intéressante sur ce sujet-là, et c'est la personne elle-même en situation de handicap qui est devenue actrice, qui a écrit
et qui explique comment elle a dépassé ces sujets-là, où elle faisait semblant d'un début d'avoir eu un accident, donc qu'elle n'était pas en situation de handicap, donc quelque part les gens avaient de la peine pour elle, etc. Et donc je trouve c'est amusant parce qu'il le prend par un côté ironique en même temps, et puis il explique toute sa vie amoureuse en tant que personne homosexuelle et comment il s'est construit et cette série est plutôt intéressante, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a quand même de plus en plus de films, je trouve. Les médias s'en emparent. On voit que à la télé, il y a des choses qui se font. Et les journalistes s'y intéressent. Alors, ils s'y intéressent souvent parce qu'il y a une actualité. Il serait intéressant qu'ils s'y intéressent parce que ce serait un sujet autre qu'une actualité politique ou autre. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est qu'on pourrait s'intéresser à des couples, enfin, à faire des documentaires comme on pourrait le faire pour tout à chacun. Mais Et dans ce là, rôle, on serait autant- dans l'inclusion pour le coup. Excusez-moi, on serait dans l'inclusion. oui. Oui, non, pardon, justement, mais je pensais du coup, il y a aussi il y a cette volonté de sensibiliser, de dire dans l'émission, dans ce que vous faites, il y a cette besoin de sensibiliser le regard des gens, sensibiliser le grand public justement sur ces questions-là, montrer peut-être l'invisibilité, montrer ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est pas forcément toujours montré. Oui, mais pas que la visibilité, la norme. C'est de sortir d'une norme. Qu'est-ce qui nous attire et pourquoi on ne serait pas attiré par une personne avec ce qu'on considérerait différent de la norme sociétale? Et ça, je suis d'accord avec vous. C'est même plus de la visibilité. Alors, il y a l'idée de la visibilité. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas de repère dans l'espace, évidemment, c'est un handicap et il peut se sentir exclu de la société. Et en même temps, il y a cette idée de norme. Est-ce que le fait de porter des lunettes et d'être roux, ça empêche les personnes d'avoir une vie affective et sexuelle? Normalement, non. Alors pourquoi ça empêcherait quelqu'un qui sort avec une béquille ou qui a des difficultés d'élocution ou qui ne voit pas, enfin voilà, et même qui ne comprend pas toujours la discussion pour X raisons, parce qu'il y aurait un handicap cognitif, enfin des tas de choses comme ça qui enferment la personne dans une norme de dire je ne peux pas tomber amoureux ou je ne peux pas aller à tel endroit, non pas parce que je ne peux pas accéder au lieu. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder au lieu à cause d'accessibilité, et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas accéder au lieu parce que ça ne leur correspond pas, et d'autres parce qu'ils ont peur d'être en public, parce qu'ils ont l'impression que ce qui ne se voit pas est vu par les autres, ou l'inverse. Donc il faut démontrer cette invisibilité qu'on cache en soi, qu'il va falloir en parler à un moment ou à un autre. Donc c'est vrai que c'est complexe et qu'en même temps, pour moi, cette complexité, elle fait partie de l'être humain. On est tous différents et donc de fait, cette différence, elle doit exister, mais elle doit exister dans l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui fait Et qu'on est attiré par les uns ou par les autres? sur sur la question de l'assistance sexuelle, c'est quoi votre opinion en fait sur cette affaire-là qui de temps en temps défraye un peu la chronique par rapport aux médias et puis après ça s'arrête et ça reprend, etc. Et puis aussi sur l'avis qui a été rendu peut-être par la commission, enfin le conseil. Ouais. Votre avis à vous, sous votre analyse, et puis ce qui en a résulté là des décisions du mois de juillet. Alors, ce qui en a résulté, c'est ce que je disais, un groupe de travail au sein du Conseil national consultatif des personnes CCNPH, oui. Alors je le regarde, je le relise bien, bien, bien. En tout cas, la CNCPH pour les personnes sans handicap. Il en résulte pour l'instant un début de groupe de travail pour voir comment avancer sur ces sujets-là. Pour nous, un travail avec la chaire de l'UNESCO en santé sexuelle et droits humains pour avoir une formation qui soit ouverte à tous, autant pour des professionnels des personnes qui accompagnent les personnes sur handicap, et autant pour les personnes sans handicap, pour que chacun puisse avoir une vision large du sujet. Euh, ce- pour moi, l'assistance sexuelle, c'est une personne qui est accompagnant comme une autre. Alors évidemment, ce qui rentre en compte, c'est le corps, mais à un moment, est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir ce recul-là, à se dire que le corps, il est exposé tout le temps pour les personnes en situation de handicap. Elles sont des objets de soins, souvent,
et elles sont accompagnées dans leurs toilettes, elles sont accompagnées pour des tas de choses du quotidien selon le handicap. Et que de fait, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas avoir un recul à se dire, oui, évidemment, ça peut aller jusqu'à un acte sexuel, mais ce n'est pas que ça. Ce sont des personnes qui vont être formées au handicap, ce sont des personnes qui vont avoir une connaissance sur ces sujets-là, et c'est des personnes qui vont aussi aider à découvrir son corps, aider ou soutenir plutôt qu'aider, parce qu'aider, c'est pas tout à fait ça, soutenir à se rendre compte de ce qu'est son corps, soutenir par exemple un couple qui, peut-être tous les deux en situation de handicap moteur, et qui ont besoin qu'on les positionne dans le lit, qu'on les aide. Peut-être accompagner à aller acheter des sextoys, parce que franchement, c'est pas si simple que ça de demander si on vit à son domicile avec ses parents, de dire bah voilà, j'aimerais bien aller même acheter un sextoy, j'aimerais bien essayer, quel que soit le sextoy. C'est pas si simple à exprimer face à sa famille. C'est plus simple d'exprimer avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va savoir peut-être aider la personne à l'utiliser, parce que pas obligatoirement les parents ne savent pas, ou les frères et sœurs. Peut-être à déchiffrer un film peut-être pornographique. Pourquoi? On pourrait très bien se dire que voilà, dans la vie, il y a des choses qui se font, mais d'autres dans les films, ça ne se fait pas comme ça. Peut-être avec un éducateur. Enfin voilà, pour moi, un assistant sexuel, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui accompagne dans cette globalité-là. Et je trouve que c'est comme ça plutôt qu'il faut l'aborder, en tout cas c'est mon opinion, que juste par l'acte sexuel en tant que travailleur du sexe. Parce que un acteur pornographique est aussi un travailleur du sexe. Et du coup, cette décision-là qui a été rendue, en fait, qui précédait déjà une autre décision il y a quelques années, vous pensez que quoi, c'est une avancée, c'est un peu du surplace, on a avancé très peu, on a avancé beaucoup, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la décision du CCNE, j'imagine qu'ils ont dû interroger autant de personnes pour, autant de personnes contre, ou des personnes qui étaient au milieu. Et donc, on ressent cela sur leur réponse. Je pense quand même qu'il y a des choses positives parce qu'ils vont plus loin que le premier, en se disant vous pouvez faire des expérimentations, vous pouvez aller jusque à une formation qui amènerait au toucher et pourquoi pas à des personnes qui voudraient expérimenter. Donc là, la formation existait déjà dans le premier, hein, dans le premier rapport, mais là, ils vont légèrement plus loin. Et là où ils disent, ou peut-être qu'ils se défaussent, à voir, où ils disent quand même que nos politiques doivent s'en emparer. Ils doivent s'emparer de cette législation, ils doivent se poser des questions. Et que autant les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour ont les mêmes arguments éthiques, mais avec une position contraire. Et donc, oui, il faut bien qu'à un moment, il y ait une réflexion qui arrive à un point de jonction. Et pour C'est comme autant, ça. c'est bien le politique qui a demandé cet avis. Du coup, on tourne C'est un peu. voilà, je disais, c'est un peu le chien qui se mord la queue à un moment. Évidemment que c'est les politiques qui l'ont demandé. Je pense que c'était pour voir, ou peut-être pour être soutenus dans leurs décisions. Et en même temps, je pense que c'est complexe pour les politiques, pas pour moi, de se dire qu'il y a une population qui va être ravie si on met les choses en place et une autre qui va être contre. Et comment, à un moment, on est un pays abolitionniste, on est contre les violences faites aux femmes, puisqu'ils font souvent référence aux femmes comme, et à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, comme si un assistant ou une assistante sexuelle ne pouvait pas être une personne en situation de handicap ou ne pouvait pas être un homme. Alors que pourquoi l'assistant ne pourrait pas être lui-même une personne en situation de handicap, et pourquoi la personne en situation de handicap n'aurait peut-être pas, elle, envie de découvrir un corps qui lui ressemble, et donc une personne qui aurait les mêmes particularités qu'elle dans un premier temps. Donc déjà, on a déjà cette vision très femmes, violence faite aux femmes et sexualité par le biais des femmes. Donc un besoin à compenser pour les hommes, sans jamais se dire, il y a aussi des femmes qui peut-être auraient envie de rencontrer un assistant sexuel et peut-être que n'ont pas envie de rencontrer une personne qui ne serait pas en situation de handicap. Donc ça, je pense qu'il y a aussi ça à mettre en exergue. Et je suppose que la vraie difficulté, c'est que tout à chacun, on a aussi notre vécu et que les gens du CCNE sont exactement comme ça aussi et que eux-mêmes doivent se poser les questions entre est-ce que c'est bien ou pas bien, tout simplement. On a souvent cette idée de
c'est bien, pas bien. Donc le bien et le mal, notre réflexion un peu judéo-chrétienne, et sans avoir un recul en se disant quelle solution on apporte aux personnes. Et on a des personnes sans handicap qui sont complètement contre hein, l'assistant ou l'assistante sexuelle. Parce que pour eux c'est de l'assistanat, parce qu'il faudrait plutôt faire de l'accessibilité, parce que si on socialiserait plus et que les lieux seraient accessibles, on pourrait beaucoup plus rencontrer des personnes, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On sait très bien que les personnes qui ne sont pas en handicap, elles-mêmes ne font pas toutes des rencontres, et c'est pas parce que les lieux ne sont pas accessibles. Et que si on allait en Californie, la prostitution en tant que telle est interdite, l'assistance sexuelle est autorisée. Et néanmoins, l'accessibilité est largement en avance sur la nôtre. Ça, certains doivent penser que c'est certainement du proxénétisme légal, alors que s'il y a une différence tout à fait majeure entre l'assistanat sexuel qui va orienter, qui va donner des conseils, et le proxénétisme qui va encourager, mais qui va aller, c'est tout seul, et dans un cas très, très illégal. Alors, l'assistant, la prostitution, alors on va dire la prostitution, la personne qui va avoir, alors, j'aime pas bien, alors, le travailleur du sexe qui va rencontrer un client, lui, n'est pas pénalisable, hein. C'est bien le client qui l'est, et celui qui met en relation. Donc, je dirais que l'assistance sexuelle en soi, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'aller, d'y aller et de la rémunérer, et surtout en plus de passer par d'une personne qui ferait du proxénétisme. Alors là, évidemment, on n'est vraiment pas sur ces sujets-là. De toute façon, on ne devrait pas, nous, en tout cas, faire du lien. Le lien devrait exister dans un lieu consensuel. Et je dis souvent que les centres de ressources qui se mettent en place pour être ce lieu, par une rencontre des sexologues, etc. Et donc, on éviterait en fait de rentrer justement sur le proxénétisme. Et oui, je suis d'accord. Mais alors, je ne mets jamais en opposition, je dirais, les péripatéticiennes classiques et l'assistance sexuelle, l'accompagnement sexuel, parce que je pense que ce n'est pas que c'est différent, mais c'est deux choses différentes, en tout cas, sur la vision de la formation, etc. Après, moi, j'essaie toujours de ne jamais mettre en opposition, parce qu'il faudrait que j'ai une plus grande connaissance de pourquoi les personnes décident à un moment ou à un autre d'être escort girl, d'être dans une décision d'aller vendre leur corps. Et ça, ça, je pense qu'il faudrait interroger une personne qui le fait. J'avoue que je sais pas que je vais en touche, mais je pense que les mettre en opposition, ça va à l'encontre même de ce qu'on j'arrête pas de dire depuis le début, c'est que chacun doit pouvoir être responsable de son corps et avoir le droit de décider pour lui-même, avec, avec ses propres décisions. Et je ne pense pas que ce soit une législation, pour le coup, qui devrait le faire. Mais en tout cas, qui devrait lever des interdictions. On doit interdire évidemment le proxénétisme, enfin évidemment, on doit éviter le proxénétisme. Quelqu'un ne doit pas profiter du corps de l'autre. On ne doit pas faire de la traite des corps, enfin voilà, des choses comme ça qui sont importantes à tenir compte. C'est vrai que là, on n'est pas sur ces sujets-là, en tout cas, on n'essaye pas. J'ai pas d'autre but non plus. Tu voulais modifier quelque chose sur TK tout à l'heure? Non, tu voulais modifier quelque chose sur Zoom tout à l'heure ou non? Non, 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 j'ai mis mon réveil au mauvais moment. Moi, j'avais une question et c'est mon réveil qui m'a fait partir la question là. Alors, je ne vais pas vous demander si j'ai répondu à la question, puisqu'il faut que j'évite de dire qu'il y a des questions. Donc, mais Non, est-ce que... ça nous va pour l'instant, c'est plutôt bien. Si, voilà, j'avais une question en fait. Face à la vie intime, à la sexualité, qui sont des questions qui ne sont pas faciles pour personne, est-ce que en matière de handicap, pour les personnes qui ont un handicap, femmes et hommes, tous concernés et tous égaux? Bah, Point d'interrogation. je dirais que non. Lorsque on est lorsque les personnes sont en centre de rééducation, lorsqu'elles sont hospitalisées, il y a souvent des groupes pour les hommes. On va parler de blessés médulaires, hein.
je pense que c'est pas les seuls, hein, mais voilà, des personnes qui ont eu des accidents ou, ou qui ont eu des maladies. On va mettre en place, si l'homme en parle, on va mettre en place des choses. En tout cas, le médecin va essayer de trouver des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, il va trouver des solutions médicamenteuses, psychologues, voir jusqu'où l'activité sexuelle peut reprendre. C'est assez faux pour les femmes. Il n'y a jamais grand-chose, où rien n'est mis en place. Et je dirais même qu'il y a des médecins qui osent dire à des femmes, de toute façon, bon, écoutez, hein, vous avez juste à attendre que d'être pénétrée, quoi. Donc, euh, moi, j'avais un retour d'une dame qui avait dit, bah, moi, le médecin m'a dit, oh, vous avez qu'un trou, hein, écoutez, c'est pas si compliqué que ça d'avoir une vie sexuelle. Donc, je dirais que c'est pas, les femmes n'ont pas encore cette égalité-là. Et quand on parlait tout à l'heure d'assistance sexuelle, c'est vrai aussi, je vous le disais tout à l'heure, hein, on pense souvent à la femme qui va vendre son corps. On ne pense jamais à une femme qui aurait envie d'avoir des relations avec un homme ou une femme, hein, quel que soit, je ne vais pas genrer cette question-là, quels que soient les désirs de la personne. Et Et en est-ce que plus, on a souvent l'idée que l'homme cherche à avoir de fait une rencontre avec une femme, sans se dire que peut-être ses attirances sont pas du tout dans cette direction-là. les femmes l'expriment tout autant que les hommes, justement, ce désir de relation? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part parfois un peu une autocensure dans même l'expression des femmes euh, vis-à-vis de leur corps et dans leurs envies, en fait? Ah, oui, parce que alors, le constat que j'en fais toujours, hein, parce que je dis bien c'est le constat, c'est qu'on a l'impression que les femmes ont moins de besoins. Et on l'entend, oui, mais vous avez pas d'érection, oui, mais il y a un besoin naturel, enfin voilà, et donc je pense qu'il y a une censure chez les femmes. Il y a une censure à tous les niveaux. Il y a pas très longtemps, j'entendais des femmes dire, enfin une femme dire, voilà, moi je ne voulais pas qu'un homme me lave et elle ne savait pas l'exprimer. Alors elle l'a su au fur et à mesure. En fait, elle avait, pendant qu'elle était dans le coma, elle a senti qu'elle avait été plus ou moins agressée et ça l'avait, elle avait ce ressenti-là depuis un certain temps et donc elle ressentait quelque chose de très fort contre les hommes qui venaient faire la toilette intime, hein, du quotidien, la douche et cetera et donc elle n'était absolument pas attendue. Ben, il faut faire une douche et à aucun moment, on se pose la question: «Pourquoi?» Pourquoi elle ne veut pas? Pourquoi, ça la dérange dans son intimité? Et c'est vrai que cette personne-là, quand elle s'est exprimée, ça m'a rappelé un conseil de la vie sociale où on avait une personne en résidence qui disait: «Je ne veux pas d'homme pour mes toilettes». Et on lui expliquait: «Oui, mais bon, c'est» les professionnels expliquaient: «Oui, mais bon, lorsque le week-end, on n'a pas de femme, comment vous allez faire?» Et je me suis dit par la suite, on aurait peut-être dû lui dire: «Eh ben, pas de douche ou on fera une autre solution le lendemain, lorsqu'il y aura une femme». Et quelque part, on lui imposait. Et donc on n'écoutait pas non plus son expression, de dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas quand un homme me touche». Donc je pense, oui, que même sur l'intimité de la douche, on est moins à l'écoute des femmes. Mais c'est vrai aussi sur la douche pour les hommes, puisque j'ai souvent entendu dire que, des auxiliaires de vie, passaient la douche froide, lorsqu'il y avait une érection un peu involontaire, donc il y a, une forme de violence sur les sujets de sexualité. Donc je dirais que les femmes s'expriment moins parce qu'elles n'ont pas l'habitude de s'exprimer. On voit bien, dans le quotidien, tout semble naturel. Même leur désir d'enfant souvent est exprimé tout doucement en disant ça me ferait, j'ai envie, je voudrais. Le fait qu'elles soient, on leur donne une contraception un peu obligatoire, on ne se pose pas la question de donner une contraception aux hommes. Par contre, on force les femmes à en avoir une et des fois on leur dit pas. C'est une sexologue qui, il n'y a pas très longtemps, m'a rappelé, sexo-psychologue, et qui disait, ben, une personne était revenue d'une séance de gynécologie, et elle disait: «Oh là là, c'était pas bien, cette séance de gynécologie, ça m'a pas plu». Alors la personne n'était pas en handicap physique, mais elle avait un handicap cognitif, et elle savait pas exprimer ce qui n'allait pas, qui n'était pas bien, et c'est cette professionnelle qui était interrogée, et elle a découvert qu'on lui avait mis un stérilet. Mais par contre, on l'a pas expliqué à la personne en situation de handicap, à aucun moment. On lui a pas expliqué pourquoi elle avait ces sensations-là dans son corps, qu'est-ce qui n'allait pas.
Et donc elle, comme elle ne savait pas l'exprimer, eh bien, elle disait: «Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé au sein de cette consultation gynécologie» et je pense que parce que, quelque part, on vient en plus du tabou de la sexualité, il y a un tabou sur la féminité ou sur le corps féminin. Continue ou tu as une question, toi? Hmm, non, je ne sais, je ne sais plus. Bon, ça va me revenir, ça va me revenir, ça va me revenir. Si on ben, peut-être qu'ils sont beaucoup, hein, et puis c'est un peu compliqué, mais à vous de me dire, si on essayait de répertorier les obstacles à cet accès à la vie affective et sexuelle qui, on le voit, est pourtant nécessaire et que ça fait partie de la vie et des besoins fondamentaux. Si on imaginait, enfin, si on répertoriait des obstacles justement à ça par rapport aux personnes en situation de handicap, hommes, femmes, on en a vu quelques-uns là, mais qu'est-ce que vous auriez à dire de ça? L'éducation, je trouve que, on a, pour la plupart des personnes, dans notre vie dès l'enfance, on a des étapes. On a l'étape d'aller coucher chez le petit, chez les copains, chez la copine, de découvrir entre, nous des groupes de filles ou de garçons, les soirées pyjama et cetera. Il y a des étapes qui existent et qui sont souvent, qui sont pas mis en place pour les personnes sans handicap. Il y a l'étape pour les femmes avec les règles, l'explication des règles. Enfin, dès l'enfance, l'éducation devrait se faire au sein des familles, donc il faudrait que les familles puissent être sensibilisées. Elle devrait être faite, ben, si c'est en institution, auprès des professionnels, de créer ces étapes-là, qui sont naturelles, hein, généralement chez la plupart des personnes, et aussi bah, à l'école, de ne pas mettre de côté la personne en situation de handicap, et d'accepter déjà d'une qu'il y ait autant d'enfants en situation de handicap dans les salles que les autres, quel que soit le handicap, et en plus d'adapter, bah, cette éducation-là à la sexualité. Je pense qu'il y a pas suffisamment. Mais la sexualité, c'est pas que la sexualité, le corps et l'acte sexuel, hein. Je parle bien de l'intimité, de faire comprendre comment est le corps, que les corps sont tous différents, que, être un homme ou une femme, c'est pas lié au sexe, parce que chacun peut se sentir différent. On peut avoir un pénis et se sentir plus féminin et inversement, et que c'est pas grave en fait, hein, qu'on va grandir avec toutes nos différences et que tout ça, on devrait le mettre en place. Ça existe, ça, dans la santé sexuelle, c'est tout à fait quelque chose qui est exprimé et on devrait le mettre en place pour l'ensemble des personnes. Et je pense vraiment que sur le handicap, il n'y a pas ça. Et c'est un constat à chaque fois lorsque on a des questions, c'est comment on fait un bébé, est-ce que il suffit de s'embrasser pour tomber enceinte, enfin, des choses assez quand même basiques du quotidien, où on sait que les enfants, tout petits, font le touche-pipi, s'embrassent, pas méchamment, mais le font, c'est les étapes de la découverte du corps de l'autre, c'est les étapes du toucher, et que souvent des personnes n'ont jamais été touchées autre que par le soin. Est-ce Et que vous-même, oui. est-ce que vous-même vous avez eu des difficultés? Est-ce que dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez connu des complications dans cet accès à la vie affective? Est-ce Alors, qu'on- pas du tout, mais pas du tout, du tout. C'est, ben, moi, je n'ai pas, ma maladie est arrivée plus tard, donc je compare en fait mes étapes à moi avec ceux qui les expriment, et j'essaie de comprendre en fait ce qui manque pour que chacun puisse. Alors, je dirais que les étapes sont différentes des uns des autres, selon la religion de la famille, selon la culture de la famille, selon qu'on vit au sein de sa famille, qu'on a une fratrie ou pas, qu'on est scolarisé ou pas, qu'on est en institution ou pas. Donc ça va être différent sur les personnes. Alors évidemment, moi je n'ai pas jamais eu ce genre de difficulté. J'ai vécu au sein d'une grande famille. Alors, mes parents avaient beaucoup d'amis, on les sortait le week-end, j'allais chez les copines, enfin voilà. Donc de ce côté-là, c'est pas du tout pour ça que j'en parle. J'en parle parce que c'est justement par comparaison des uns avec des autres que je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'on ne met pas en place.
dans beaucoup de sociétés, par exemple, si on prend l'Amérique latine, chez les filles, à 15 ans, il y a l'anniversaire des 15 ans. C'est le moment chez eux où on passe de l'âge adolescent à une femme, parce qu'ils ont décidé que 15 ans, c'était à peu près cet âge-là, entre le moment où les personnes avaient leurs règles, où elles sont de plus en leur corps change, etc. Il y a des étapes comme ça dans la société, qu'elles soient françaises, latino-américaines, chinoises, indiennes. Il y a des étapes qui font que on sait à quel moment notre corps évolue, à quel moment on est, voilà, on a on sait qu'à un moment on pourra tomber enceinte, donc on va avec la maman ou la tante ou la cousine ou la copine rencontrer le gynécologue. Souvent, toutes ces étapes-là, alors, je parle au féminin, mais ça pourrait être au masculin, la masturbation, les magazines ou les vidéos, enfin, plein de choses comme ça. Toutes ces étapes-là, souvent, pour beaucoup de personnes sur handicap, elles sont zappées. On pense aux soins, on pense à des tas de choses, mais ça n'existe pas. Ou très peu. Ou c'est pas réfléchi. Parce que parfois, on imagine de façon peut-être caricaturale et extrême qu'elles sont asexuées aussi. On les désexualise, je dirais presque l'inverse, on les désexualise. Je pense qu'il y a une conscience que la personne est sexualisée, enfin qu'elle est sexuée, sauf qu'on la désexualise pour éviter justement de poser les questions, ou de se poser les questions, ou d'aller plus loin. Alors je prends l'inverse, hein, je prends le contre-pied, parce que ce n'est plus un homme ou une femme, ce n'est plus un corps désirable, ce n'est plus rien de ça, c'est une personne en situation de handicap. Et on dit même souvent l'handicapé. On oublie même que c'est une personne, on dit même que parfois c'est juste la situation qu'il a en situation de handicap, elle est handicapée. Je sais pas si vous avez déjà lu les places handicapées, la vie handicapée, oh bah tiens, il y a un handicapé là dans la rue, enfin voilà. Et comme si, alors comme si en fait ce n'était pas une personne à part entière, c'était une personne à part, une communauté à part, presque. Donc, et je pense qu'en remettant les personnes dans ce quotidien des phases de vie, de tomber amoureux, d'avoir des déceptions amoureuses, donc de resexualiser la personne si elle le souhaite, parce que évidemment on n'a pas obligation à l'être si on ne le veut pas, mais de la resexualiser en tant que personne, si elle le souhaite, eh bien c'est de remettre l'ensemble des étapes nécessaires à ce cheminement. Donc la désexualisation contribuerait largement au validisme. La désexualisation des personnes handicapées contribuerait au validisme, si j'en crois bien. Oui, d'une certaine alors c'est vrai que je n'utilise pas très souvent ce terme, j'aime pas mettre je le disais tout à l'heure, je n'aime pas mettre en opposition, mais oui, ça contribue à mettre la personne dans une case à part. Un peu comme lorsqu'on parle des personnes âgées, on dit les vieux. On va mettre le vieux, alors moi je l'ai entendu, ça m'a beaucoup choqué, le vieux dans un centre, parce que bon, on va pas s'occuper de lui, c'est compliqué. Donc c'est un peu la même chose. À un moment, on met des gens dans une situation où elles ne sont plus des personnes à part entière, elles sont handicapées, elles sont vieilles, elles sont... Alors, je vais pas du tout me parler, mais elles sont en surpoids, donc ben, elles sont pas dans la norme. Donc pourquoi elles veulent s'habiller dans un magasin avec telle taille? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas la taille pour qu'elles puissent s'habiller comme elles le souhaiteraient. C'est pas un défaut d'être en surpoids. Ce qui est un défaut, c'est de ne pas trouver les vêtements pour qu'on puisse s'habiller comme on le souhaite. Et C'est les médias n'auraient-ils pas aussi à faire attention de la manière dont cela est représenté? La manière dont on pose ces questions et dont il les diffuse à un plus large public aussi. bien, c'est ce que je disais au tout début, que les médias avaient leur rôle. Je reviens dans ce je disais au tout début, c'est que les médias ont ce rôle-là aussi, et que si on a ben, des gens très normés à la télé, je sais pas si vous avez constaté, souvent les personnes n'ont qu'un seul accent lorsqu'ils parlent, alors qu'en France, il y a une variété d'accents dans la langue française. Euh, Néanmoins, on va rencontrer une ou deux personnes qui vont avoir des accents un peu du sud-ouest ou un peu du sud, mais très peu, et souvent elles vont essayer de l'atténuer. Mais la France, en fait, est constituée d'un nombre d'accents importants, mais à la télé, très peu.
on constate souvent à la télé, alors les Français sont grands, petits, blonds, bruns, très sombres, plus clairs, enfin voilà. Et à la télé, on a toujours à peu près la même norme de personnes, avec à peu près la même taille, le même physique, les mêmes... Et ça, oui, ça contribue évidemment à alors, je ne sais pas si c'est au validisme, mais à une normalisation du corps, de la personne, de la manière dont on doit être et non pas dont on voudrait montrer à l'autre comment on se sent. Moi, j'entends souvent des personnes qui disent: «Je n'ose pas être excentrique parce que j'ai peur qu'on ne me prenne pas au sérieux». En plus, déjà, je suis en fauteuil, mais une personne me disait, et en plus, si je suis un peu excentrique, on ne me prendra même plus au sérieux dans les réunions. Alors que l'avantage, et c'est ce qu'on lui dit souvent, c'est que ce n'est pas d'être excentrique, c'est d'exprimer qui elle est, parce que ça n'enlèvera à aucun moment ses compétences, puisque ses compétences font partie d'elle. Et que on n'ose pas parfois faire des blagues parce qu'on a peur qu'on ne prenne pas au sérieux. On n'ose pas être un peu trop féminine parce qu'ils diront oui, mais elle, bon, t'as vu comment elle se maquille ou t'as vu comment elle s'habille. Donc déjà, on porte un jugement, et que font les personnes pour ne pas être jugées, et bien elles rentrent dans dans la masse. Et est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, enfin, vous en faisiez l'allusion, cette société en fait judéo-chrétienne faite parfois aussi de bonnes intentions, ça représente pas aussi des obstacles ou ça crée pas des billets à, Des clichés. des clichés ou des stéréotypes et puis au-delà de ça des discriminations ou des inégalités à cet accès à la vie sexuelle, à la vie affective? Pour la religion, je me suis souvent posé des questions. Alors, l'ensemble des religions, hein. Et puis après, alors moi, j'ai fait des études en linguistique et en civilisation. Et j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre est-ce que ça vient vraiment de là. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on me dit. Alors, moi, j'intègre rarement la religion, mais c'est vrai que je l'intègre au fur et à mesure parce que je constate que selon la culture ou la religion de la personne, eh bien, ça a un impact, évidemment, lorsqu'on échange. C'est qui est peut-être pas vrai elle nous a formés de telle manière, parce que si on prend le Moyen Âge, on voit bien que dans le Moyen Âge, à certaines périodes de la vie, enfin à certaines périodes, il y a eu des évolutions où les femmes avaient des vraies places. Il y a eu, peut-être un moment, où, on avait, d'innombrables dieux, et bien, il y a eu aussi des places pour les femmes importantes, et puis après on a reculé de nouveau, et ainsi de suite. Donc, je pense aussi que la religion parfois est une excuse pour, ne pas faire. Alors, Alors en fait, c'est alors vrai ouais, que je reprends, peut-être ça voilà. peut être intéressant qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que en fait, on est dans un pays qui est de moins en moins religieux ou où peut-être la religion est plus diffuse. Mais ceci dit, effectivement, pour beaucoup de Français, en fait, même si on ne va plus tous les dimanches à la messe, on est quand même emprunt dans notre identité collective, dans notre histoire, dans celle de nos parents, de nos grands-parents. On est empreint d'une certaine, comment dire, patte, enfin, ou identité euh, collective sur je dirais, l'aspect charitable. Même la question du handicap, elle porte cette histoire-là, en fait. Et on n'en a pas forcément conscience maintenant, nous, mais on voit, enfin, moi, je vois bien des différences je vois bien qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurées, dans le sens où une personne une personne normale, j'allais dire, mais sans handicap, va porter un jugement qui peut être à la fois démesuré dans le positif ou dans le négatif. C'est-à-dire que, et du coup, ne pas être dans la juste mesure et la juste relation, en fait. Et que peut-être que l'hypothèse, hein, mais c'est que aussi dans les personnes qui vont être dans le fait d'enjoliver les situations, de dire non mais c'est super la personne qui a un handicap, elle est ceci, elle est cela, enfin sans l'avoir vraiment finalement en ayant et que ce type d'attitude-là
est souvent beaucoup emprunt en fait à l'éducation, même si elle est plus forcément active, l'éducation religieuse, même si elle n'est pas forcément active, elle est, euh, elle est quand même là et guide un peu nos réactions, quoi. Oh, c'était Non, mais moi, je pense que c'est, oui, ce que je disais, c'est souvent un prétexte, ça nous permet en fait de pas faire, et donc de dire oui, mais bon, ça peut, oui, la charité chrétienne. J'avais fait une chronologie avec une personne sur bah, qu'est-ce qu'était le handicap au fil des ans, et je pense que c'est vraiment notre histoire qui nous a imprégné du handicap qui ne peut pas, en fait, la charité, on voit très bien Notre-Dame. L'histoire avec le bossu. Évidemment, le prince ne peut être que beau et le méchant ou celui qui semble être méchant ne peut être que bossu et déformé. Enfin, voilà, on est un emprunt dans l'histoire, même que la personne handicapée ou est héroïque maintenant parce que c'est un grand sportif. C'est souvent par le sport hein, qu'on voit les héroïsmes des personnes sur handicap, ou alors c'est la pauvre personne malheureuse parce que elle n'a pas réussi sa vie. Alors, on estime qu'elle n'a pas réussi sa vie parce qu'elle n'est pas rentrée dans le cadre. Au long de l'histoire, on voit quand même que la personne en handicap a souvent eu le rôle de la personne méchante ou de la personne charitable, celui qui quémande devant l'église, justement, le bowl, enfin voilà, et ou celui qui ne pourra pas travailler lorsqu'il est pauvre, donc c'est celui qui sera inutile. Celui peut-être qui ne pourra pas épouser une femme qui amènera une dot, donc encore inutile. Enfin voilà. Alors là, je parle d'hommes, mais ça pourrait être des femmes. La femme qui ne pourra pas épouser ou avoir des enfants, donner des enfants à un homme, parce qu'on estimera pour X raisons qu'une personne sans handicap ne peut pas avoir d'enfants, et ainsi de suite. Et donc oui, dans l'histoire, je pense que on a caricaturé le handicap jusqu'à en faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas, qui n'est pas dans la norme de celui qui réussit, en tout cas. On sait bien que c'est pas tout à fait la vérité, mais c'est ce qui reste quelque part inconsciemment, peut-être de nos racines, en tout cas françaises, sur judéo-chrétiennes. Alors, comme on avance un peu dans le temps et Oui, que moi aussi. du coup, ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet de la parentalité. Alors, c'est pas Euh, complètement le sujet parce que je croyais que la parentalité, c'était une autre association, mais on pourrait peut-être aborder, puisque la parentalité, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important. Il m'avait semblé il y avait d'autres associations qui pouvaient intervenir. Par contre, on pourrait tout à fait parler de ce qui va avant, le gynécologue, le désir d'enfant et désir d'enfant, ouais. comment on est reçu, il y a encore beaucoup cette idée, alors même si c'est pas vrai, que la personne sans handicap va de fait donner sa maladie ou son handicap à l'enfant, ou que la personne n'est pas dans la capacité de faire. Combien de jeunes femmes autistes ont des enfants, tout est préparé pour qu'elles puissent, donc elles ont leur désir d'enfant, elles l'expriment, elles tombent enceintes, elles ont l'enfant, et lorsqu'elles ont l'enfant, on lui retire alors qu'elle avait tout mis en place pour s'en occuper, que tout était prêt, et quelque part, à un moment, dans cette chaîne, quelqu'un a décidé ce couple, ou la maman ou le papa, n'était pas souvent la maman, malheureusement, n'est pas en compétence et on retire l'enfant. Et ça, je trouve que franchement, il faudrait beaucoup en parler. Être en situation de handicap, ça n'empêche pas d'être un bon parent, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, et surtout, on ne devrait pas mettre des barrières avant même qu'elle ait pu exprimer ce désir-là. Donc, moi, je pense vraiment que la formation des professionnels, que ce soit le médecin de ville, que ce soit le gynécologue, que ce soit les personnes qui vont recevoir, doivent avoir une formation à se dire, ce n'est pas la capacité de avoir ou ne pas avoir, c'est comment physiquement on va mettre en place, comment on va mettre en place les choses pour que la personne puisse au mieux mener à terme ce souhait-là. Alors juste, je reviens un petit peu en arrière, mais parce que vous parlez de formation et du coup, ça me fait penser à quand vous parliez d'éducation sur la question de la vie affective et sexuelle, on a aussi quand même, je trouve, un obstacle assez fort sur la question de la formation. Alors, la formation des parents, bon, pourquoi pas, on est parents, on n'est pas obligé d'être formé à tout, et puis on est toujours un peu, c'est toujours un peu compliqué, mais quand on est professionnel et qu'on accompagne des personnes en situation de handicap, quand on est élu et qu'on met en place des politiques publiques,
quand on est responsable d'association, où on peut, où on peut se poser la question du lien avec le droit commun, du planning familial, dans son établissement ou autre. Voilà, ça, tout ça, c'est des questions de formation, en fait, d'arriver à être un petit peu, pas forcément expert d'un sujet, mais au moins à l'avoir abordé. Et en France, contrairement à peut-être la Belgique, où il y a vraiment un programme qui s'appelle le programme EVRAS, qui est pour tous les éducateurs, entre guillemets, enfin en général, que ce soit des instits jusqu'aux éducateurs, ou à toutes les personnes qui ont un lien avec des personnes en situation de handicap, ou pas en fait, avec des enfants, des adolescents. Il y a un programme un peu universel qui existe en France. Il y a quand même il y a peut-être quand même un manque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je vous disais, je me souviens, j'avais parlé de la charte de l'UNESCO en santé sexuelle et en droits humains, et tout à fait, je pense vraiment que c'est là où on pêche. Alors, évidemment, les parents doivent être sensibilisés et informés, pas obligatoirement formés, parce que on peut être formé dans son rôle de parent, hein, mais tous les parents devraient avoir la possibilité d'avoir cette formation-là, pas seulement les parents qui ont des enfants sans handicap. Par contre, les professionnels qui s'occupent en général et d'enfants, là, je dirais presque l'ensemble des enfants, pas seulement non plus, et là, ça serait beaucoup plus inclusif de former les personnes qui sont en contact avec les enfants à ce qu'est la sexualité, à l'éducation, comment on peut intégrer ces sujets-là dans le quotidien, la vie quotidienne, l'auxiliaire ou la personne en charge des enfants, les amener aux toilettes lorsqu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, et ben, de savoir comment on met en place de l'intimité. Donc, parce que souvent, certaines, ben, elles se la porte ouverte, elle dit quand tu as terminé, tu me le dis, je t'aide. Elle pourrait peut-être lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je ferme la porte? Que veux-tu? Et donc ça, je pense que c'est pour l'ensemble des enfants, il faudrait le faire. Je pense qu'il y a un moment, il faut que l'enfant puisse s'approprier son corps et pas se dire, mon corps est à disposition de tout le monde. Donc ça, je pense que déjà, ce serait extrêmement inclusif de ne pas mettre les personnes sans handicap avec une formation spécifique pour les gens qui les accompagnent, mais que tout le monde le soit. Et après, je suis tout à fait d'accord que l'ensemble des personnes devraient être formées, que ce soit celui qui conduit un véhicule où il y a des personnes en situation de handicap ou des enfants, que la personne qui va accompagner dans le quotidien de l'auxiliaire de vie pour faire les courses, etc. Parce que quelque part, tout ce qui touche à l'intimité, ce n'est pas que la sexualité. L'intimité, c'est tout le reste. C'est comment on aborde la personne, c'est comment on l'accompagne, c'est comment on lui parle. Et c'est aussi une attitude à avoir. Et je suis complètement d'accord. Et il y a peut-être ça, et c'est ce que je disais au tout début avec le CCNE aussi. C'est intéressant que l'histoire de la formation revienne et qu'on se rend compte que pratiquement au bout de 10 ans, on n'est pas vraiment évolué sur ce sujet-là. Pas vraiment, hein. C'est un constat un peu, par dépit, je dirais, hein. Ça aurait été préférable qu'on se rende compte que on s'était emparé du premier rapport et que si on me dise même s'il n'est pas bon, ben, la formation c'est important et on va au moins travailler là-dessus et les choses viendront naturellement si les gens sont tous formés. Pour, pour conclure, après, si vous avez des choses à ajouter, on prendra un temps aussi, hein. Mais vous disiez sur la question de la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap. Bon, c'est vrai que le terme maintenant d'autodétermination, on l'entend un peu plus, de pouvoir d'agir, de termes comme ça qui n'apparaissaient pas, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Ce changement-là, il s'est opéré quand, pourquoi et vers où ça va pour vous? Alors sur ce sujet-là, alors moi je pense, en tout cas, je vais rester sur le sujet qu'on a, hein, on a eu quand même des gens comme Marcel Nuss, des collectifs, qui à un moment se sont dit, voilà, tout le monde parle à notre place, et il faut absolument qu'à un moment, ce soit notre parole qui se rentre en compte. Et en 2007, il y a eu un grand colloque à Strasbourg, justement, où les choses se sont inversées où eh bien, ce collectif a dit oui aux personnes avec leur expérience, ces grands scientifiques, etc., en disant oui, on veut bien que vous veniez, mais par contre, ceux qui vont être les porteurs du sujet sont les personnes sans handicap. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu en tout cas sur ce sujet-là, il y a eu quelque chose qui s'est inversé.
J'ai lu pas mal d'articles où les personnes disaient, on s'est un peu alors les scientifiques disaient: «On s'est un petit peu fait avoir, ils ont voulu, reprendre, le sujet à leur compte» et cetera et je pense que là, c'est là où ils ont oublié qu'en fait non, les personnes syndicales ne reprenaient pas le sujet à leur compte, puisque c'était leur sujet. En fait, ils prenaient juste la place qui leur était due, celle de celui qui exprime ce dont il a besoin, et pas par le biais d'un médecin, pas par le biais de quelqu'un qui a fait des études, pas par le biais d'un chercheur, mais juste par le biais de leur propre vie, et donc de ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que l'autodétermination devient de plus en plus, on dit il faut apprendre l'autodétermination, je dirais déjà il faut laisser la place à l'autodétermination, parce qu'on peut très bien l'apprendre, mais si on n'a pas de place, on n'aura jamais le pouvoir d'agir. Donc, ces sujets-là, en tout cas pour la vie affective et sexuelle, je trouve que 2007 a été un tournant. Pour ce qui est de la santé et du soin, ben des lois un peu, alors pas toujours très très bonnes, mais la loi de 2002, de janvier 2002, sur de mettre des CVS, des conseils de la vie sociale, au sein d'instituts, ont fait évoluer des choses très doucement, mais elles le font. Et on voit bien que les gens veulent sortir d'institutions, pas tous, mais ils veulent sortir à leur manière, pas à la manière de celle que les politiques voudraient leur imposer ou que les professionnels voudraient imposer en disant ben oui, mais moi j'ai envie de ça, mais là j'ose pas parce que je ne connais pas, ou je n'ai pas envie de sortir de l'institution parce que j'aime bien l'histoire de village. Et d'autres diront, bah non, moi j'aime pas parce que tout le monde connaît ma vie et tout le monde raconte ma vie. Et donc, je trouve qu'il faut trouver, et c'est peut-être oui, parce que des termes ont été mis sur, des mots ont été mis sur ces sujets-là, pouvoir d'agir, l'autonomie, l'autodétermination, que les personnes se sont dit à un moment, mais on n'a pas besoin de l'apprendre, donnez-nous juste le droit de le faire. Mathieu, as-tu d'autres questions? Je ne pense pas. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Ouais, parce que j'ai été. J'ai- Est-ce que je me suis beaucoup justifiée? Non, j'espère que Non, non. non, non, c'est Euh, de j'ai fin de journée. Non, alors j'ai pas beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en continuer à en parler toute la journée, et je pense que on pourrait refaire le monde. Ce qui serait intéressant, c'est que plutôt que d'en parler tout le temps, c'est de mettre des actions. Là, je pense que plus on aura d'actions, plus on sera visible, plus on collaborera, comme il a été dit au tout début, la collaboration avec d'autres pays, voir ce qui se fait bien, et même ce qui ne se fait pas bien, parce que c'est quand on rate des choses, c'est qu'on a essayé des choses. Et au quotidien, c'est comme un enfant lorsqu'il apprend à marcher, qu'on lui dit ben, il faudrait essayer. Ben oui, quand on rate, on apprend plus de choses lorsqu'on rate que lorsqu'on réussit, parce qu'on se rend compte de ce qu'on aurait pu faire, et donc on va creuser encore un peu plus. Et donc je dirais que il faut en parler, mais il faut surtout faire des actions, mettre les choses en place, et surtout pas aller vers le recul. Lorsqu'on parle d'inclusion, d'habitat inclusif, c'est pas se dire oh, 10% c'est bien. Alors, je l'ai vu en Belgique, c'était à peu près, en Luxembourg, c'est à peu près la même chose. On va rendre 10% des logements accessibles. Ce qui serait super intéressant, c'est se dire on rend 100% des logements accessibles, et puis après chacun aménage. Chacun met des parois comme il le sent. Et je suis sûre que même les personnes qui ne sont pas en situation de handicap se diraient, tiens, moi je voudrais une chambre plus grande, ou je veux une cuisine plus grande parce que je reçois beaucoup de monde, où j'ai besoin d'une plus grande salle de bain parce qu'on est 5 dans la famille et que quand on rentre à 3 dans la salle de bain, et que ça se fait 2 mètres carrés, c'était pas si simple que ça. Voilà, et je pense qu'à un moment, se dire que l'inclusion, ça se fait pas que pour les personnes sans handicap, mais ça se fait ensemble. Mm. Et que Oui, ou comme notre interlocuteur juste d'avant, là, qui disait, ben, moi, j'aimerais bien être accueilli par mes enfants dans un logement qui est aussi adapté, en fait, hein. Et dans le exact. 100% accessible, du coup, ça ne pose plus la question de savoir si on va chez sa fille ou chez son fils, et de savoir si on peut y aller ou pas, quoi, en fait. Et puis il y a plus cette discrimination, enfin moi je trouve que c'est très discriminant de se dire, demander à la personne, est-ce que chez toi il y a combien de marches? Est-ce que je pourrais aller aux toilettes ou il faut que j'y aille avant de partir de chez moi? Enfin voilà, ça paraît complètement ridicule, mais c'est quand même beaucoup de gens qui le font. Parce que s'ils ne peuvent pas rentrer dans les toilettes, il faut bien qu'ils se posent cette question-là. Est-ce que tu as un café pas très loin qui aurait des toilettes? Bon, voilà. À un moment, la question, c'est pas oui, mais au mètre carré, mais c'est peut-être pas au mètre carré qu'il faut réfléchir. C'est plutôt comment on décloisonne et comment on recloisonne et comment chacun peut s'approprier son lieu de vie. Parce que quelque part, c'est pas que la personne handicap qui a besoin de tel ou tel lieu, de telle manière. C'est l'ensemble des personnes. Et même le mot inclusion devrait exister pour l'ensemble des personnes. Comment on est inclus tout à chacun
dans notre quotidien avec les autres. Mhm. Et Bon, puis voilà. c'est une bonne conclusion. C'est peut-être utopiste, hein. On me dit que je suis souvent Oui, utopiste, mais je dis souvent que l'utopie, à un moment, fait évoluer les pensées, donc ça permet d'avoir un objectif au moins. tout à Aller fait. vers de l'avant pour un monde meilleur.